Je vous propose donc de commencer. Merci d'être là, merci de participer à ce webinaire, donc organisé conjointement avec donc Genspot que je représente, donc Pascal Baratou. Je suis à la fois CSM et RSSI au sein de Genspot, donc CSM Customer Support Management et RSSI, donc responsable de la sécurité du système d'information au sein de Genspot. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Philippe Landau, qui est business développeur dans le secteur de la cybersécurité chez Orange Digital Service. Je ne sais pas, Philippe, si tu veux dire un petit mot. Non, c'est parfait. Bonjour à tous et merci à Pascal et Genspot de m'inviter à participer à ce webinaire. Donc, ce webinaire qui on va échanger autour de comment sécuriser son système d'information ou je dirais avec une digital workplace. Donc, effectivement, on va présenter pas mal de choses, mais c'est avant tout aussi un moment d'échange. Donc, n'hésitez pas à échanger via le chat, mais aussi si vous avez possibilité, donc si vous avez des retours d'expérience ou des questions, il faut vraiment que ça soit un moment d'interaction et d'échange. Alors, donc l'objectif, l'agenda, donc l'objectif du webinaire, je vais le rappeler, on va parler beaucoup de confiance numérique, parce qu'au-delà de la cybersécurité en tant que telle, moi j'aime bien parler de confiance numérique qui effectivement a un panorama, un périmètre un peu plus large. Donc comment Genspot est acteur donc de cette confiance numérique. Et puis on verra aussi comment justement Orange Business utilise la plateforme Genspot pour un projet autour de la confiance numérique. Et puis, on finira par des questions-réponses, mais que je souhaite que ces questions et ces réponses se fassent tout au long du webinaire. Donc, si vous êtes d'accord, on commence. Donc, un petit rappel d'objectif du webinaire. Donc, c'est expliquer comment Genspot répond aux enjeux et renforce la confiance numérique de ses clients. Comprendre la confiance numérique. Je pense qu'effectivement, alors, en termes de participants, dans le panel, on a un petit peu de tout. On a bien sûr des RSSI, des DSI, donc c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Donc ça peut être pas mal de redites, mais on a aussi pas mal d'utilisateurs. Et donc il est important qu'on redéfinisse un petit peu comment au sein de Genspot on définit la confiance numérique. Je le rappelle, c'est pas un webinaire technique. On va pas expliquer, on va pas rentrer dans les détails de configuration technique et des outils utilisés par Genspot pour assurer cette confiance numérique, mais bien dans le sens de la culture et comment on se positionne. Bien sûr, si vous avez des questions un peu plus précises, on pourra y répondre. Donc n'hésitez pas, je le répète, dans le chat de poser vos questions ou même à un moment donné, si vous le souhaitez, prendre la parole. Donc la confiance numérique se réfère donc en fait à une confiance qu'ont les utilisateurs et les organisations. Pourquoi? Parce que Genspot, donc c'est une plateforme dans laquelle vous allez mettre de l'information, vous nous confier de l'information, et on ne peut l'utilisateur doit avoir confiance dans cette plateforme, et donc à différents niveaux. Premièrement, au niveau de la technologie qu'on utilise, les différents processus, mais aussi l'ensemble des politiques qui permettent de protéger, de sécuriser les données sur la plateforme numérique. Alors cette confiance, elle est essentielle pour assurer différentes choses au sein du système d'information. Bien sûr que les informations qui sont gérées sur la plateforme dans ce système d'information soient bien gérées de manière sécurisée, d'accord, n'accèdent à l'information que les personnes qui ont le droit d'accéder à cette information-là, que ça soit bien sûr en dehors, si vous interdisez l'accès externe, bien sûr que personne ne puisse y accéder, mais à l'intérieur même de l'organisation, via la classification de l'information, seules les personnes autorisées puissent accéder à l'information à laquelle elles ont droit.
que les transactions soient fiables. On peut transmettre de l'information à un moment donné, donc l'information va passer d'un environnement à l'autre, ça soit aussi fiable, et que bien sûr les droits à la vie privée soient respectés aussi pour respecter, donc être dans le respect du RGPD. Donc, comme je disais au départ, la confiance numérique ne s'arrête pas à la cybersécurité. Donc, elle englobe beaucoup de choses. Alors, bien sûr, la sécurité, donc on revient dessus. Donc, l'information est sécurisée dans tous les sens de terme, donc en termes de là où elle est stockée, mais aussi de la façon dont on va y accéder, de la façon dont elle va être transportée et stockée. La confidentialité, ce que je disais tout à l'heure. Donc, seules les personnes autorisées ont accès à l'information à laquelle elles doivent accéder, et puis à l'intégrité de l'information dans l'environnement numérique. Donc l'intégrité, c'est que quand un document ou une information est stockée sur notre plateforme, on en garantit que personne ne puisse éventuellement la modifier, la supprimer, si elles n'ont pas été autorisées. Philippe, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter autour de ça, et quelle est justement la perspective au niveau d'Orange. Oui, merci Pascal. Je rajouterais peut-être l'extraterritorialité. Attention où sont stockées les données et attention aux outils qui sont utilisés pour gérer ces données. On parle beaucoup des lois américaines qui préemptent sur pas mal de lois européennes et réglementations. Donc attention à ça, c'est un sujet de quotidien, on va dire. Et tout à fait. Et même pour ajouter, Philippe, c'est pas tant le lieu qui compte, mais bien par la société qui héberge, puisque par défaut, et ça c'est la loi même du Cloud Act américain, donc une des lois d'extraterritorialité, c'est à partir du moment où on est une société américaine, on est soumis au Cloud Act, quel que soit l'endroit où est stockée l'information. Donc de l'information stockée en France par une société américaine est soumise au Cloud Act. Le contexte est donc actuel, et puis les différentes menaces. Vous êtes tous bien au courant, malheureusement, que la cybersécurité est un enjeu et qu'aujourd'hui, on est attaqué de toutes parts. On a encore vu avec Free qui se sont fait voler quelques milliers d'IBAN de clients, mais ils ne sont pas les seuls. C'est juste le site parce que c'est un petit peu les derniers qui font aujourd'hui l'actualité. Donc, avec la transition numérique qui s'accélère encore, même si on a fortement accéléré ces derniers temps, il reste encore pas mal de choses à rendre plus numériques, je dirais. Donc, tout se dématérialise, et donc on doit être de plus en plus protégé, et surtout augmente un petit peu les surfaces de présence sur Internet. Bien sûr, les augmentations des cybermenaces, j'ai pas besoin de trop insister là-dessus, on le voit. Un impératif de la protection de la vie privée. Notre vie privée est de plus en plus partagée sur les réseaux via les différentes attaques, donc on a un besoin de resserrer et de faire attention à ce qui est important dans notre vie privée. Il y a encore des publications ce matin de l'ANSSI qui dit attention avec Halloween, ne publiez pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Conformité et réglementation, là aussi, pour se protéger, mettre en place des barrières et s'assurer que les entreprises se protègent de plus en plus, il y a une augmentation des conformités et des réglementations, on reviendra un petit peu dessus, mais au-delà du RGPD, des normes telles que ISO 27001, on le voit avec NIS2, DORA, qui demandent aux entreprises effectivement de respecter de plus en plus des règles, des bonnes règles en termes de protection de l'information. Et puis, bien sûr, tout ça en découle, c'est un besoin de résilience organisationnelle. Souvent, on dit, c'est pas comment je vais être attaqué, mais c'est plutôt quand. Et donc là, au-delà de la protection, je dois assurer, en tant que responsable de la sécurité, responsable d'organisation ou même de société, je dois assurer la résilience de mon organisation. Je suis attaqué, j'ai eu un incident, mais mon entreprise, j'ai mis en place ce qu'il fallait pour pouvoir garder cette résilience et pour pouvoir soit continuer mon service ou tout au moins me relever rapidement pour continuer mon business. On le rappelle aujourd'hui qu'il y a un nombre très important d'entreprises, surtout en termes de TPE, PME,
qui ne se relèvent pas suite à une cyberattaque. Ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien, tout a été cryptoloqué, souvent suite à des attaques, et ils n'ont plus rien. Donc, il y a des solutions aujourd'hui, on le verra un peu plus tard justement avec Philippe, des solutions qui permettent d'assurer une certaine résilience de son organisation. Pascal, si je peux rajouter quelque chose, ça concerne la protection de la vie privée. Là, on parle beaucoup de sécurisation des données, mais il y a aussi la communication que les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent faire au niveau de leurs clients, de leurs partenaires, parce que c'est pas que les missions de certaines entreprises d'assurer la protection de la vie privée, c'est tout à chacun que l'on doit faire attention à sa vie privée, et notamment avec les outils d'IA qui commencent à rentrer de plus en plus dans notre vie quotidienne. J'ai lu récemment que Doctolib allait utiliser l'IA pour permettre aux médecins de gagner du temps, parce que ça va leur permettre de faire des diagnostics plus fins, plus précis. Attention, où est-ce qu'est hébergée cette IA, notamment les données de santé, ce sont des données assez critiques. Même si on sait que vous avez un rhume ou un petit bobo quelque part, ça c'est une information, mais si derrière on a envie de faire pression sur vous parce que en parallèle vous avez un métier un petit peu sensible, attention à cette chose. Voilà, je ferme juste la parenthèse là-dessus. La communication est très importante, c'est un travail de chacun. Bien sûr, et je rebondis là-dessus, Philippe, c'est qu'effectivement, ce que tu disais au départ, une entreprise n'est pas seule au monde, donc elle navigue au milieu d'un écosystème. Et on le voit de plus en plus, c'est souvent l'écosystème qui est autour qui est défaillant. On a beau se protéger, et il faut aller beaucoup plus loin dans ce qu'il y a dans l'ISO 27001, par exemple, avec les analyses de risque, avec son écosystème. Donc c'est tout ce qui gravite autour, les parties intéressées, etc. C'est tout ce qui gravite autour de notre entreprise sur lequel il faut s'assurer que il y ait les bonnes normes, les bonnes réglementations, les bons principes qui soient appliqués. Donc ça, souvent on oublie qu'effectivement on n'est pas seul, et il faut vérifier l'ensemble de son écosystème. Alors comment, au sein de Genspot, justement, on est acteur de cette confiance numérique? Donc d'un point de vue vraiment utilisation, souvent dans les entreprises, dans beaucoup d'entreprises, c'est ce qu'on voit. Donc bon, la majorité des entreprises, je dirais malheureusement, utilisent Microsoft. Donc c'est un petit peu en termes de bureautique pour les utilisateurs. C'est là où l'utilisateur va passer pas mal de temps. Donc c'est un peu central, on a une Active Directory, et puis derrière on a Office 365 ou d'autres systèmes de Microsoft, on-premise, etc. Et puis parce que ça ne fait pas tout, on voit naître, parce que au niveau de chaque organisation, d'un service, d'une personne, a un besoin particulier, et donc on va installer, donc là Trello par exemple, pour gérer des projets, un système Kanban. On va utiliser Google Forms parce que c'est plus facile que celui de Microsoft. On va utiliser Slack parce que Teams c'est bien, mais il y a moins de monde, et Slack c'est vachement pratique, donc je vais l'utiliser, c'est de la messagerie instantanée. Et puis j'ai besoin de faire un sondage de date, donc je vais utiliser encore un autre produit. Et puis j'ai WhatsApp, j'ai Zoom parce que Teams on n'a pas l'abonnement, donc on utilise Zoom. Et puis en fait voilà, on résume un petit peu avec du Shadow IT, ce qui est juste pour le RSSI, en anglais on dit un nightmare, donc vraiment un cauchemar pour assurer complètement la sécurité et savoir où sont les données par rapport à ce qu'on disait au départ. Des fois, il est de plus en plus difficile pour un RSSI d'empêcher les utilisateurs d'utiliser donc des outils externes, mais lui, en tant que responsable de la sécurité, il n'a pas de contrôle. Et on a l'habitude de dire en cybersécurité qu'on ne peut sécuriser que sur lequel on a les services sur lesquels on a un contrôle. Donc là, on voit que c'est extrêmement difficile de pouvoir assurer. Et donc, si on va assurer l'Office 365 parce qu'il est chez nous, c'est un service que l'on a avec Microsoft, etc., on va avoir de plus en plus difficile d'assurer du service. Et c'est par là souvent que l'on a soit des attaques, soit des pertes de données,
parce que justement, les utilisateurs ont l'habitude d'utiliser Slack chez eux de façon privée ou WhatsApp, et ils font exactement la même chose pour l'entreprise. Et ça rejoint un peu ce que disait Philippe tout à l'heure. La vie privée ou la vie professionnelle, en tout cas ces informations personnelles mais professionnelles peuvent fuiter par WhatsApp, et ça c'est quelque chose, une mine d'informations que vont pouvoir utiliser les hackers pour attaquer l'entreprise. Et donc justement, ce qu'on va proposer avec Genspot et la Digital Workplace, c'est justement de regrouper ces fonctionnalités. Donc c'est le propre de la Digital Workplace, c'est d'avoir sur un même service, une même plateforme, un ensemble de fonctionnalités. Donc bien sûr, on va le voir, ce qui est autour de la bureautique, mais on peut avoir aussi le tableau Kanban, on va avoir un calendrier, on va avoir une messagerie, ce qui va permettre aux responsables de la sécurité de l'information d'avoir plus qu'une seule plateforme à sécuriser, et pour l'utilisateur, il aura toujours accès à différentes fonctionnalités au sein de la plateforme. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour la sécurisation de l'information. Et en même temps, pour l'organisation, le deuxième effet que j'aime bien dire qui se coule, c'est que l'information devient unique. Souvent, quand on a Microsoft Office ou une autre solution, ou Google Workspace, pour ne reprendre que les solutions les plus utilisées en entreprise, l'information elle va être créée là, le document, et puis ensuite elle va être dupliquée dans Slack, elle va être dupliquée dans d'autres outils, et du coup on va en perdre la traçabilité, on va en perdre justement l'origine, et surtout on va en perdre le contrôle, parce qu'on ne saura plus où l'information est partie, et à un moment donné, quand il va falloir la modifier, ou tout simplement la supprimer, ou en réduire les droits d'accès, on ne saura plus où se trouve cette information-là. J'en profite pour faire une petite pause. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que effectivement on répond ici aux questions que vous pouvez? Est-ce que vous avez aussi des retours d'expérience? Vous pouvez répondre par chat, et on se fera le relais de ces informations. Pas pour le moment, donc je vais continuer. Donc effectivement, une digital workplace telle que on présente chez Genspot. Alors on est bien sûr pas les seuls. Voilà. Donc le principe, c'est qu'effectivement, on a une marketplace qui permet d'intégrer et de répondre aux différents besoins de l'organisation, mais aussi des utilisateurs en fonction de ce qu'ils souhaitent faire. Donc on peut avoir par exemple un intranet, donc ça va me permettre de partager de l'information plutôt descendante, mais toujours avec quelque chose qui a été centralisé, de faire des newsletters, d'avoir un drive, un annuaire, donc des utilisateurs, donc qui peut être différent de son Active Directory ou de l'annuaire d'entreprise, qui est souvent dans les grandes organisations compliqué à maintenir. Il y a tout un process pour le faire. Et en parallèle, je peux avoir besoin de mon propre annuaire en termes de fournisseurs, de clients. Des calendriers, une médiathèque pour gérer donc des vidéos, des photos, voilà, un sondage de date. Je ne vais pas tous les passer, il y en a un peu plus de 100 applications qui sont des applications soit développées par Genspot ou qui sont intégrées par rapport à des solutions externes. Bien sûr, il y a une application qui va s'appeler Drive externe, donc on va pouvoir intégrer MS Office ou plutôt un Google Workspace pour donner accès aux informations directement via notre plateforme. Du coup, là aussi, on a un accès direct aux informations sans duplication. Donc cette plateforme, bien sûr, on se doit de bien la sécuriser. Alors, pour la sécurité, ce n'est pas une seule action que l'on va faire. Alors Genspot, depuis 18 ans, c'est même 19 aujourd'hui, on va fêter nos 20 ans bientôt, et ça fait partie de l'ADN. Les fondateurs, Genspot, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une société qui a été créée par 3 fondateurs initiaux, qui avaient déjà
créé d'autres sociétés auparavant. Donc, ils sont toujours les actionnaires principaux, ce qui permet de garantir aussi la pérennité de l'entreprise. Et donc, la sécurité des données fait vraiment partie de l'ADN de Genspot. Depuis le début, c'est un des fondamentaux de Genspot. Donc, une culture forte d'entreprise, c'est-à-dire qu'on en parle tous les jours. Voilà, moi, et ça le montre. Genspot, c'est une société de 50 salariés et on a un RSSI donc que je représente. Et vous pouvez faire le tour. Il n'y a pas beaucoup de sociétés de 50 personnes qui ont fait le choix d'avoir un RSSI à temps complet. Souvent, c'est le DSI qui le fait. Et voilà, avec être entre le marteau et l'enclume. C'est pour ça que moi-même, je ne dépends pas du DSI, mais plutôt du service client, puisque la sécurité des données est au service de nos clients. Et donc là, ça me permet d'avoir un accès à la direction et surtout de pouvoir être la parole du client et voilà, de forcer des fois notre DSI à mettre en place ou à respecter certaines choses. Des pentests, donc on va ensuite plutôt la praticité. Donc on fait des pentests réguliers, au minimum une fois par an. Donc on travaille avec. Alors c'est quoi un RSI? Donc c'est RSSI Vasselina. C'est un responsable de la sécurité du système d'information. Donc c'est la personne au sein d'une organisation qui doit assurer que la sécurité informatique soit mise en place. Et il va travailler entre CISO en anglais, Chief Information Security Officer. Donc il a la responsabilité de la sécurité de l'information. Donc il travaille avec la direction parce qu'on doit définir, doit accompagner les missions de l'entreprise. Si la mission de l'entreprise telle que Genspot, c'est de proposer une plateforme sécurisée et qui apporte de la confiance, moi de mon côté, je dois m'assurer que techniquement, effectivement, toutes les règles de sécurité soient bien implémentées. Donc je disais des pentests réguliers. Donc les pentests, c'est qu'on va demander à une société extérieure de jouer un rôle de hacker. Ils vont tout faire pour essayer de rentrer dans nos plateformes, d'aller voir s'ils peuvent récupérer de l'information alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Alors bien sûr, c'est ce qu'on appelle des black white, enfin des hackers blancs, c'est-à-dire qu'ils font ça, c'est des sociétés assermentées. Et effectivement, dès qu'ils découvrent quelque chose, ils nous le remontent directement pour qu'on puisse apporter les corrections nécessaires. Donc ça, c'est nécessaire d'en faire de façon régulière parce qu'on fait des mises à jour. Chez Genspot, on a même plusieurs mises à jour par semaine. Et donc, quelque chose qui était protégé, peut-être qu'une mise à jour à un moment donné, un nouveau module, va ouvrir une porte. Et donc, il faut qu'on puisse le faire. Alors, en plus de ces pentests réguliers, on a certains de nos clients importants qui en font aussi, donc avec nous. Ils ont leur propre société puisqu'ils vont tester Genspot, mais aussi d'autres plateformes. Et donc, ils vont nous faire remonter leur rapport et on va travailler avec eux s'ils ont découvert des points d'amélioration. On a une solution qui est multi-cloud, donc on n'opère pas, on va dire, notre propre data center, donc notre propre centre de données. On a fait le choix donc d'héberger notre solution, parce que Genspot est une solution dite en SaaS, c'est-à-dire qu'elle n'est pas installée directement chez le client, mais elle est accessible via Internet. Et pour répondre aux besoins, on a fait le choix d'avoir plusieurs hébergeurs. Donc l'hébergeur principal est OVH Cloud, donc qui sont eux-mêmes certifiés ISO 27001, ISO 27001 étant la norme internationale en termes de cybersécurité, donc qui démontre que la société a été certifiée par des organismes de type l'AFNORM, il y en a d'autres, que la société respecte bien certaines mesures, il y en a 93 mesures de sécurité. On a aussi de l'hébergement de type HDS, donc l'hébergement de données de santé. Donc nous avons des clients qui sont dans le domaine de la santé,
qui ont cette obligation d'avoir un hébergement dit HDS, donc c'est du ISO 27001 en termes de sécurité. Et puis finalement, on a aussi des hébergements SecNumCloud, donc qui est une qualification franco-française définie par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité du système d'information. C'est l'organisation liée à l'État français qui permet de garantir cette cybersécurité pour les grandes entreprises. Et donc, on a un hébergement SecNumCloud. Et pour cela, on s'appuie sur 3D Outscale, qui est la branche d'hébergement de Dassault Systèmes. Voilà. Après, on a aussi, on peut bien sûr héberger chez Microsoft Azure, parce que certains de nos clients nous le demandent, parce que voilà, c'est leur politique, leur stratégie. On a aussi de l'hébergement chez Thales. Donc là, c'est vraiment pour quelque chose de très particulier, ce qu'on appelle de l'hébergement DR, à diffusion restreinte. Là, on est dans le domaine de l'armée, donc du secret vraiment défense. Donc c'est quelque chose qui est hyper sécurisé, hyper fermé, avec des protocoles très particuliers, et c'est assez vertical. Et puis on est aussi chez Orange, parce que Orange, comme on le voit, est un partenaire important pour différentes. C'est un partenaire qui vend notre solution auprès de leurs clients, et pour cela, ils souhaitent aussi avoir donc Genspot installé dans leur data center, mais aussi, on va le voir un petit peu après avec Philippe, sur l'utilisation de notre plateforme pour répondre à des besoins très particuliers en termes de cybersécurité et de résilience de leurs clients. Donc, oui, Philippe. Un petit point, Pascal. Tout à l'heure, tu parlais de pentest. Ça permet donc de mesurer et de tester la robustesse de tout ou partie de son SI. Lorsque l'on va, comme Genspot, vers des certifications ISO 27 ou SecNumCloud, eh bien là aussi, on utilise des sociétés externes qui vont auditer et qui vont mesurer le gap, la différence entre ce que veut la norme ou la réglementation et là où est l'entreprise. C'est pas anodin, c'est pas simple, c'est pas gratuit. D'aller vers une certification ISO, c'est quelque chose qui prend du temps et qui coûte de l'argent. Et il ne faut pas se tromper, donc on se fait accompagner régulièrement par des entreprises telles que Orange Cyberdéfense, par exemple, pour faire des mesures de gap analysis et pour accompagner les clients dans le bon chemin. Comment faire pour atteindre correctement son coup de tampon 27K ou SecNumCloud. Voilà, je referme la parenthèse, Pascal. Merci Philippe, information importante. Et donc justement, t'en parlais, nous on a été certifiés, donc jusqu'à maintenant on utilisait des hébergeurs, c'est quand même la pièce la plus importante, parce que c'est là où sont stockés, où sont les serveurs, et c'est là où se stocker l'information. Après il y a tout le process en amont de l'application et que l'on développe nous-mêmes, donc on a fait le choix aussi d'amener cette certification ISO 27001 que j'ai mené donc l'année dernière, et je te confirme que c'est un process long, mais qui n'est pas fini, puisque un des principes phares de l'ISO 27001, c'est de l'amélioration continue. Donc on met les pieds dans quelque chose et après on le continue, qui amène des audits internes, etc. Donc on est maintenant certifié ISO 27001. Et puis, comme je vous le disais, l'ADN fait partie importante de Genspot. On lance la qualification SecNumCloud, donc on va avoir le process, il est encore plus long, parce que c'est beaucoup plus précis que l'ISO 27001. Et donc on va passer les premiers audits initiaux, qu'on appelle ça, en début d'année 2025. Voilà, très rapidement, je ne vais pas vous perdre pour ceux qui ne sont absolument pas techniques, mais globalement, l'architecture de la solution à Genspot. Vous voyez en bas à gauche, donc notre principal. Aujourd'hui, on a à peu près 90% des clients sont hébergés chez OVH. Donc en France, dans le Nord, ça c'est le centre de données principal, avec des réplications de données, puisque
toujours chez OVH, mais que ça soit essentiellement en Pologne, donc dans un autre pays. Tout ça, parce qu'on se dit, et on l'a vu il n'y a pas excessivement longtemps, un data center peut prendre feu. Et donc, on a la possibilité, via les mécanismes d'OVH, d'avoir une continuité de service sur un autre data center dans un autre pays. Ça, on est sûr que effectivement, on n'a pas deux data centers dans un même dans un même bâtiment, ce qui avait été le cas avec Strasbourg. Et puis, si c'est OVH qui est complètement impacté, hein, ça peut malheureusement arriver, on ne le souhaite absolument pas, on a une sauvegarde quotidienne qui est ce qu'on appelle externalisée chez un autre prestataire qui est Scaleway, donc toujours en France et surtout en Europe. Alors ce qui est important, pour revenir un peu à ce que disait chez Philippe, comme on le disait Philippe tout à l'heure, on le voit, on reste dans l'Union européenne en termes de zone géographique, mais surtout on reste chez des prestataires français pour assurer cette étanchéité par rapport aux lois extraterritoriales. Et on a de plus en plus de clients qui nous demandent la confirmation de ces informations-là, parce qu'ils souhaitent complètement sortir pour un certain type d'informations de fournisseurs non européens. Et puis sur la droite, on a 3D Housekel, donc qui est l'autre gros prestataire sur lequel on construit nos offres SecNumCloud. Voilà. Puis après, bien sûr, on a nos techniciens, les clients de Janspot, tout ça. On accède via des systèmes plus sécurisés aux différentes informations. Donc la confidentialité, d'autres pans très importants, donc les politiques de comment on assure cette confidentialité. Alors déjà, on a une politique de confidentialité qui est intégrée au contrat de tous les collaborateurs. Donc un nouveau collaborateur, même un stagiaire ou un alternant ou toute personne extérieure doit signer cet engagement de confidentialité. Donc toute information à laquelle ils ont accès reste confidentielle et propriétaire de Janspot ou des clients que Janspot traite. Une plateforme unique pour le support client. On n'a pas différents systèmes. L'ensemble de nos informations clientes se retrouvent sur une même plateforme, donc une plateforme Janspot qu'on utilise nous-mêmes, qu'on appelle en interne écosystème. On fait bien sûr, hein, mais c'est pas si, voilà, c'est pas comment courant, hein, des revues régulières des comptes, hein, parce qu'il y a quand même un peu de turnover aussi chez Janspot, même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on revoit et puis même voilà, il y a des modifications d'organisation, donc on revoit régulièrement tout ça pour être sûr que seules les personnes puissent accéder aux informations à laquelle ils ont le droit, hein, même en interne, comme il y a quelqu'un qui passe du service technique, service client, ou qui va au marketing, etc. Donc on va refermer certains droits à laquelle, donc pour appliquer un principe qui s'appelle du moindre privilège. Donc ça, c'est quelque chose qui drive. On n'ouvre pas tout, hein, on n'est pas parce qu'on arrive chez Janspot qu'on a le droit à tout faire au sein de Janspot. On a le droit de faire les choses et accéder aux informations pour lesquelles on a été recruté. Après, ça peut évoluer, bien sûr, dans la vie de l'entreprise et dans la carrière du collaborateur. On a bien sûr une console de gestion des politiques de sécurité, donc mise en place, et avec une intégration aussi de SSO pour permettre d'avoir une unicité en termes de gestion de compte. Voilà. Par contre, ce n'est pas un monde fermé, hein, Janspot. On a bien sûr la possibilité de communiquer avec l'extérieur, de s'intégrer au système d'information, hein, le SI du client. On va pas tout voir, donc en termes de communication intégrée, en termes d'utilisateurs, parce que voilà, vous avez beaucoup d'entreprises, comme je disais, en une Active Directory ou autre, dont SSO, un Single Sign-On. Quand vous vous connectez le matin, vous n'êtes pas obligé de vous connecter X fois pour pouvoir accéder à un système. Vous vous connectez le matin en arrivant à votre PC et ensuite, il y a une propagation de ces droits qui sont faits via une annuaire centrale et puis donc des systèmes de SSO. Et donc, on va pouvoir s'inscrire dans ces systèmes des entreprises. Alors, il y a plusieurs protocoles, voilà, on va pas faire le détail. Et puis, de l'autre côté, on n'est pas le seul système d'information. Il y en a d'autres. Il peut y avoir du SIRH, il peut y avoir un ERP, il peut y avoir d'autres choses. Et donc, on va intégrer via ce qu'on appelle essentiellement des API, partager de l'information au sein de l'entreprise.
Pour faire un point donc sur la conformité, comme on disait, on est hébergé en France par des sociétés françaises importantes. On fait des sauvegardes externalisées et qui sont chiffrées, donc elles sont externes, personne ne peut y accéder en dehors de nous. Bien sûr, des formations et des sensibilisations, ce qu'on appelle des Genspotiens, donc les collaborateurs de Genspot. Un principe de privacy by design, donc la sécurité n'est pas une surcouche. Voilà, on fait pas tout et n'importe quoi et puis on met une couche qui va nous protéger. Non, non, c'est dès le départ, dès la conception des produits, et de tout process, on va insérer la sécurité. Donc, ce qui va nous permettre d'assurer un grand niveau de sécurité. Et puis derrière, on va quand même rajouter une petite couche pour bien s'assurer que l'ensemble soit bien protégé. On a au sein des plateformes des consoles de gestion, que ce soit des consentements RGPD, mais aussi de la traçabilité des informations, ce qui est important pour le RGPD, qui a accès à quoi, quand et comment. Et puis, pour certains cas, on a aussi des procédures d'anonymisation des données des utilisateurs. Pourquoi? Parce que quand vous créez des informations et du contenu sur une plateforme de type Genspot, cette information peut être partagée. Et si on supprime complètement un utilisateur, on va supprimer automatiquement tout son contenu. Ça, c'est le RGPD entre autres qui le demande. Et peut avoir cette information, effectivement, n'est pas personnelle pour le collaborateur qui est parti. Mais j'ai créé un groupe sur un projet, la personne sort du projet, on va pas supprimer tout le projet et tout le groupe. Donc, on va rendre l'utilisateur anonyme. Donc, on va lui enlever tout ce qui permet de le déterminer, son nom, son prénom, etc. Mais l'information qu'il a créée va rester sur la plateforme au service et à disposition des collaborateurs qui sont restés et qui vont continuer à travailler. Pour la conformité, ce qui va nous permettre un petit peu d'aller sur la suite, c'est effectivement, on a de plus en plus de règlements, de conformité, de normes. Donc, on parle, ISO 27000, on a parlé de SecNit Cloud, on parle, et ça touche vraiment tout le monde, du RGPD. Après, il y a DORA, qui est vraiment plus spécifique de la finance. Et puis, on a NIS 2, qui est aujourd'hui des grands sujets de discussion, donc qui est une réglementation européenne qui vise à amener un niveau équivalent dans l'ensemble des pays européens en termes de sécurité. Donc, c'est pas nouveau. Il y a eu un NIS 1, mais qui touchait que certaines entreprises qu'on appelle les OIV, les organisations à importance vitale. Donc, ça va être les banques, ça va être les distributeurs d'eau potable, d'électricité, l'EDF, etc. Et puis là, le deuxième niveau, ça descend dans les entreprises et dans les organisations à un niveau beaucoup plus bas. Donc là, c'est des centaines de milliers d'entreprises en France qui sont soumis à des obligations de NIS 2, qui sont encore en discussion entre les pays et l'Europe, même si certains pays comme la Belgique, la Bulgarie l'ont déjà adopté. En France, c'est encore en discussion parce qu'il faut que ça s'insère avec tous les autres cadres réglementaires français et qui amènent des obligations en termes de cybersécurité des entreprises, comme une déclaration des incidents. Vous subissez une attaque, vous avez un incident, vous devez le déclarer, et avec des pénalités assez fortes qui rappellent un peu les pénalités qui ont été mises pour la RGPD, donc c'est jusqu'à 3-4% du chiffre d'affaires mondial. Donc ça, c'est très important et pour les entreprises et impactant pour qui produit des systèmes d'information et au sein des entreprises. Je sais pas, Philippe, si tu as quelque chose à rajouter, je pense que vous êtes aussi au cœur de tout ça. Oui et non, mais j'y reviendrai tout à l'heure sur la conformité et les normes. Ouais. Voilà, donc rapidement, du coup, Genspot, c'est, comme je vous le disais, c'est aussi une plateforme dite no-code et qui permet à l'utilisateur ou à l'organisation de créer sa même plateforme. Donc, d'une plateforme qui, on va dire, de digital workplace, par exemple, j'ai créé une plateforme qu'on va mettre à disposition de nos clients, qui s'appelle Standora, qui va justement permettre de gérer toutes ces conformités et réglementations. Parce que là, il suffit pas de... Souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est pas... Si on a une politique de sécurité, va servir pour l'ensemble des normes, des conformités, etc. On va pas avoir une politique de sécurité par norme. Et donc, justement, avec Standora, ça va nous permettre de standardiser ce système d'information, d'avoir accès à toutes ces réglementations et voir ce qui est commun. Et ce qui me permet déjà
justement, et on en parlait tout à l'heure, Philippe en parlait, d'une IA. Donc, on a une IA qui s'appelle Mister Smith, donc c'est une société d'IA qu'on a racheté et qui permet de faire ce qu'on appelle du RAG, donc qui permet de nourrir cette IA avec des informations qui sont propres à l'entreprise de manière sécurisée. Donc là, on va pouvoir donner les politiques de sécurité de l'information, par exemple de Diaspot, et quand on a besoin de répondre, plutôt que d'aller relire les docs dans tous les sens, et il y en a pas mal, une vingtaine de politiques différentes, on va tout simplement demander à l'IA de dire, voilà, j'ai telle demande, comment j'y réponds en fonction de ce qui est mis en place au sein de Diaspot. Voilà. Et puis une autre façon de présenter, par exemple, en termes de système de management, SMSI, donc système de management du système d'information. Donc ça, c'est l'ISO 27001, on a toutes des procédures, et donc ça permet de gérer ça. Donc c'est un exemple donc de facilité du no-code aussi que l'on a au sein de Diaspot. Voilà, Philippe, c'est à toi. J'ai été un peu plus long que prévu, j'en suis désolé, okay. Mais il nous reste quand même un petit quart d'heure pour ta partie. D'accord, merci. Je pense que tout le monde connaît le groupe Orange sur l'Internet, la téléphonie et un peu les réseaux quand même, mais la confiance, c'est vraiment quelque chose au cœur de notre stratégie de groupe. On est l'opérateur, on va dire, de confiance et national déjà depuis un certain temps. Confiance pour nos clients et confiance pour nous-mêmes parce que, comme disait Pascal tout à l'heure, nous sommes contraints, nous également, à toutes les normes et réglementations nationales et internationales. On a pour cela transformé notre maison depuis 2 ans maintenant pour vraiment offrir une organisation en miroir des besoins clients. Pascal le disait tout à l'heure, la transformation digitale. On parle de moins en moins de réseau, même s'il le faut. S'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de transformation digitale. Mais le réseau, c'est quelque chose qui est sous le capot. On ne le voit pas, on l'utilise tous les jours pour pouvoir vraiment faire son métier, gérer la data et gagner de l'argent. On se positionne plus simplement maintenant qu'un simple fournisseur de services. On est vraiment le partenaire stratégique parce que quand il faut monter un réseau d'entreprise, on va parler des couches basses jusqu'aux couches 7 ISO, c'est-à-dire l'utilisateur assis devant son clavier et qui va travailler. Voilà, je viens à l'autre slide, s'il te plaît. Ce que vous voyez peut-être un peu moins de l'opérateur Orange, c'est qu'on a développé toute une gamme de produits basés sur des services partenaires tels que Jamspot. Et ces produits et services vont s'adresser aux employés de l'entreprise, aux clients de l'entreprise, mais aussi à ses activités industrielles. De plus en plus d'usines sont interconnectées maintenant via Internet ou via des réseaux en TCP/IP. On sort de l'âge des cavernes, on va dire, de l'industrie, mais quand même qui était très sécurisée par défaut, puisqu'on ne pouvait pas rentrer dedans, à des entreprises qui sont des grands gruyères parce que on peut les attaquer de partout. Donc on a une vision vraiment à 360 et on applique sur chacune de ces stratégies, expérience client ou opérationnelle, des notions de résilience, de durabilité. On intègre bien sûr les nouveaux besoins de data, d'IA, les mots de confiance, parce que quand on vient chez Orange, on se doit d'offrir de la confiance par défaut et de montrer que l'on respecte aussi bien sûr toutes les réglementations, chartes éthiques et autres qui vont aussi bien du domaine de la cyber que du réseau social d'entreprise. Voilà. Voilà. En termes de sécurité, vous l'avez peut-être déjà vu, mais depuis les JO, on communique de plus en plus vers le grand public et on va offrir de plus en plus des solutions de cybersécurité pour tout à chacun. Tout le monde a une messagerie, donc on va vous apprendre à bien utiliser cette messagerie, à ne pas mettre un post-it avec le mot de passe dessus sur tous les écrans ou sur toutes les pièces de la maison. Et puis, à l'autre bout, où les grands comptes
où certaines entreprises d'intérêt vital ont des besoins très très particuliers en termes de matériel, de sécurité et de prestations de services. Donc on couvre de Madame Michu au service de l'État, on va dire, pour faire large. Vas-y, sur le point suivant, je vais aller très vite sur la publicité concernant notre maison. Pascal en parlait tout à l'heure des lois, des réglementations. Moi, je le vois pas comme une contrainte, je le vois comme des guides qui sont là pour nous aider. Bien sûr, la contrainte va être pécuniaire si on ne respecte pas et si on se fait rattraper par la patrouille. Mais si on prend intelligemment ce que nous dit ISO, ça va nous permettre de tracer la route. Et puis les réglementations, que ce soit RGPD, DORA, NIS2 qui arrivent pour beaucoup d'entre nous, et peut-être la loi de programmation militaire, mais sont là pour vraiment nous montrer ce qu'il faut faire et les procédures à mettre en place, à adopter ensuite, et puis regarder de manière temporelle ce qu'il faut faire. J'y reviendrai tout à l'heure. Et de là, non, reste sur le slide précédent, s'il te plaît, Pascal. De là, je me suis dit, et après avoir fréquenté depuis plus de 25 ans maintenant les RSSI, c'est que ces personnes sont, comme disait Pascal, entre le marteau et l'enclume. Bravo et courage à eux, mais ils sont toujours en première ligne, d'une part pour mettre en place la sécurité au niveau du SI, trouver des solutions qui ne sont pas toujours gratuites. Donc il faut aller se bagarrer avec son COMEX ou sa direction pour trouver un peu de moyens financiers et humains pour mettre en place tout ça. Mais quand bien même on est sûr d'avoir mis au moins 90% de la sécurité de son SI, on n'est pas à l'abri d'une attaque. Hein. On est tous conscients que l'attaque aura lieu. Faut savoir quand, ça on ne le sait pas forcément, mais ce serait bien d'avoir une trousse de secours. L'idée de boîte à outils ou voilà, la trousse de secours avec sparadrap, mercurochrome et autres. Et donc, je me suis adressé à Jamespot pour mettre en place une idée que j'avais, et ils ont répondu présent en me prêtant leur solution. Et dans ma boîte à idées, bah, comme je faisais la pub tout à l'heure pour mercurochrome, sparadrap et autres, j'ai parmi mes partenaires beaucoup d'entre eux qui proposent des solutions de cybersécurité ou pas que nous on utilise tous les jours, que l'on intègre dans nos briques de solutions. Et j'ai imaginé la trousse de secours que vous pourriez trouver dans votre mobile à utiliser vraiment en cas d'incident. Voilà, je veux bien le slide suivant, s'il te plaît. Et donc, cette trousse à outils, elle est basée un petit peu comme une place de marché. Donc, elle peut être composée avec des solutions de nos clients, parce que nous avons beaucoup de clients qui proposent des solutions aussi bien RSE que de cyber, que de veille, que de bulletins d'information concernant les normalisations et les certifications surtout. Et puis, on a des partenaires qui nous fournissent nos solutions de base, mais qui ont aussi des solutions que nous n'avons pas retenues, mais qui peuvent être tout à fait pertinentes dans une idée de place de marché, avec le fil rouge, résilience. J'ai eu une attaque, mais il faut quand même que le business tourne. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Sur le slide suivant, s'il te plaît. C'est bon, non? Tu l'as pas? Ouais, c'est bon. Tiens. Alors, avant de sortir mon idée, j'ai quand même travaillé avec des RSSI, avec des personnes chez Orange et puis différents partenaires pour être sûr que l'idée était à peu près bonne et vivable. Et ensuite, comment on le construit. Donc, je suis allé voir Jamespot pour avoir une formation accélérée de leur plateforme et pour voir si elle était compatible avec mes idées. Donc, je vous rassure, tout va bien. C'est une excellente plateforme qui va me permettre
de mettre à disposition des solutions en mode urgence, mais pas que, pour que vous puissiez, à travers le mobile ou à travers le PC, en quelques clics, avoir la bonne solution qui va bien. Donc, pour l'instant, le projet est en mode, il est sur l'établi, on est en train de le construire. Moi, je suis un adepte de la co-construction. Je veux pas faire tout seul, je ne sais pas faire tout seul. Avec mes partenaires et avec des clients, on va co-construire cette plateforme. Et puis, une fois qu'elle aura l'assentiment de tout le monde, j'espère bien qu'on puisse vous la proposer à tous. Sur le slide suivant, voilà la plateforme. En gros, elle va comporter deux séries de boutons. À gauche, en rouge, j'ai subi une attaque. Tout ou partie de mon SI n'est plus disponible. Je suis en mode panique. Je ne parle pas tout à fait. Je suis en train de gérer la crise, mais j'ai un incident. Que faire? Que me dit la réglementation? Parce que, comme disait Pascal tout à l'heure, il y a des choses à mettre en place, de la communication à faire dans les 24 premières heures ou les 72 premières heures. Donc, il faut tout de suite méthode et organisation. Et quand on est en mode accident, on est plutôt en mode panique qu'en mode je sais exactement quoi faire. C'est pas facile d'être très organisé quand on est sous contrainte d'un accident. Et donc, j'ai sur la gauche des boutons qui sont disponibles dans ma boîte premier secours. Donc, c'est que me dit la réglementation? Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans les 300 000 pages des 12 000 réglementations et autres normes. J'ai un IA qui va m'aider en disant, voilà, je suis une entreprise, je ne sais pas moi, de pharmaceutique, je viens d'être attaqué, mon SI est par terre, qu'est-ce que je dois faire? Que me dit la norme ISO? Et que me dit le RGPD ou NIS 2 par exemple. Et là, l'IA va pouvoir m'aider à dire tu dois faire ceci, cela, et ensuite on verra. Je dois bien sûr communiquer en interne, prévenir mes collaborateurs, prévenir mes fournisseurs, prévenir mes clients pour dire attention, on est sous le coup d'un incident, c'est pas forcément une attaque, ça peut être simplement une panne électrique qui rend indisponible le SI. Donc je dois communiquer. Et comme je l'ai vu moi sur certains de mes grands clients, ils avaient oublié cette notion de communication interne. Donc là, on utilise du WhatsApp, on utilise des outils un petit peu bizarroïdes qui ne sont pas forcément validés par le RSSI, mais en mode panique, on fait comme on peut. Et donc là, si je peux avoir des boutons qui m'amènent vers des solutions qui ont été travaillées, qui ont été certifiées, qui sont conformes avec les réglementations, déjà, c'est un souci de moins. Ensuite, je vais avoir peut-être besoin de récupérer quelques informations. Qui a les comptes à privilèges? Qui sont ces personnes? Comment je les contacte? Et puis, je vais peut-être avoir besoin de remettre en place un mini SI pour redémarrer ou au moins organiser la cellule de crise. Donc, je vais récupérer peut-être une configuration de firewall un peu sensible ou différentes configurations pour redémarrer à partir d'une VM que je vais avoir rapidement en 3 coups de clic pour au moins installer une cellule de crise et redémarrer le SI à la manivelle gentiment dans un environnement plus ou moins cloisonné. Parce que si j'étais attaqué, le SI est perturbé, est infecté, et donc il faut bien l'isoler. Et puis sur la gauche, une série de boutons plutôt en mode anticipation. On en parlait tout à l'heure avec les lois et les réglementations. On a tous les outils qu'il faut pour anticiper. Alors, si je suis une entreprise du CAC 40, normalement, j'ai largement de quoi travailler ce sujet parce que la DSI est conséquente. L'équipe du RSSI comporte quand même quelques dizaines de personnes et on a de quoi faire. Mais devant l'ampleur de la tâche, il y a toujours des petites choses qui sont oubliées, notamment les audits de conformité. J'ai besoin d'avoir des outils assez simples, assez rapides à mettre en œuvre, d'avoir quelques tableaux de bord si j'en ai pas, ou d'alimenter des fichiers Excel qui sont forcément un peu lourds à manipuler. Voilà, je vais retrouver des boutons qui vont me permettre, alors non pas en mode panique, en mode incident, mais de préparer
préparer la crise. Cet outil, c'est plutôt comme je souscris une assurance, je peux en avoir besoin au cas où. Voilà. Ensuite, dans les 2-3 pages derrière, c'est quelques exemples de solutions qu'on peut trouver. Donc, c'est du support. J'ai besoin d'un coup de main, par exemple, d'Orange Cyberdéfense sur du SOC ou de l'analyse comportementale sur le SI. J'ai besoin de mettre en place de la téléphonie, toute bête, hein, ou j'ai besoin de mettre en place de la connectivité. Nous avons chez Orange Event des solutions de caisses de campagne qui comportent tout un tas de modes de communication, 3G, 4G, 5G, satellitaires et autres, des réseaux privés, des disques durs, et tout ça, c'est transportable pendant, par exemple, le Tour de France, pendant les JO. On en a sorti, je crois, une centaine pendant les JO, parce que, au cas où il y ait des coupures, ça fait partie des redondances, et là, on peut démarrer une cellule de crise, on peut redémarrer un mini SI à la volée, je le mets n'importe où, et ça redémarre. Au niveau du cloud, on va trouver des boutons qui vont de la simple VM à des solutions Secnum Cloud, voire Bleu. C'est quelque chose, c'est une entreprise que l'on a co-créée avec Capgemini. Voilà, où on va trouver des solutions hyper sécurisées. Vas-y Pascal. Pour la communication, on a vu la communication. Alors c'est pas que du WhatsApp, il y a toutes les suites de communication telles que vous le présentez, Pascal, tout à l'heure avec les outils Jamspot. On a retenu aussi d'autres partenaires tels que Retarus pour des envois de messagerie plutôt massifs. J'ai besoin de communiquer, par exemple, sur 100 000 ou 200 000 clients. Et je vais pouvoir le faire. Ou bien mes clients utilisent un service de connexion sur mon extranet. Les modes de connexion sécurisés utilisent des mots de passe multifacteurs. Et donc, je vais avoir besoin de renvoyer simplement le code d'authentification par SMS ou par mail. Eh bien, ce partenaire va nous aider à déployer ce genre d'envoi. Et puis, bien sûr, des solutions de la maison Orange Business. Je ne suis pas là pour faire de la pub uniquement là-dessus. Mais il y en a. Vas-y, le dernier slide. Non, le dernier slide, c'est le merci. On a fait presque le tour de la plateforme. Cette plateforme, donc, comme je vous disais, elle est en co-construction sur les services Jamspot. Pascal et moi, on est à votre écoute. Si vous avez des idées de solutions à trouver, si vous voulez participer à la mise en place de ce genre de solution, n'hésitez pas, contactez-nous. Et avec Pascal, on va faire ce qu'il faut pour satisfaire les demandes tant que faire se peut. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe pour ce bel exemple de partenariat et surtout d'utilisation de notre plateforme pour une solution qui va augmenter la sécurité et la résilience des entreprises via les services d'Orange. Donc ça démontre bien, la souplesse des plateformes de type Jamspot, 2, qu'elles sont sécurisées, sinon Orange n'aurait pas fait le choix de cette plateforme pour proposer même une boîte à outils, comme tu l'appelles, pour les cybersécurités. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, on est juste à l'heure, merci Philippe. Si vous avez des questions, soit vous pouvez les poser directement dans le chat, soit, comme le disait Philippe, on est à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires a posteriori ou de participer à cette belle aventure avec Orange dans la constitution de cette plateforme de résilience pour les RSSI qui nous regardent. Voilà, donc Philippe, le dernier mot.
Non, non, c'est bon. Je C'est bon. remercie toute l'équipe Jamespot d'avoir pu m'aider à mettre en place cette idée et de pouvoir faire un petit peu de bruit dans la maison Orange. C'est un peu un scoop que vous avez aujourd'hui. Alors j'espère que ce scoop sera vraiment une solution qu'on va trouver en catalogue bientôt, mais ça dépend aussi un petit peu de vous. Venez nous aider et venez donner vie à cette plateforme. Merci Philippe. Ben, on va faire du bruit, on va taper des pieds, on va faire marcher le tam-tam. Merci à toutes et tous pour votre participation. Et donc, vous allez retrouver le replay sur nos réseaux classiques. Et je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne journée et un long week-end qui se prépare. Merci beaucoup. Okay. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au Merci. revoir. Bonne journée. Au revoir.